Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat sur ATV, cette émission spéciale législative, le débat d'entre-deux tours avec la première circonscription et nos deux candidats ce soir. Bonsoir Farouk Amri. Bonsoir Gilles Vernet et bonsoir les amis. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Ça nous fait plaisir effectivement ce soir de recevoir nos deux candidats. Ça permettra, parce qu'on parlera d'abstention, ça permettra bien sûr aux téléspectateurs qui sont des électeurs potentiels d'aller voter samedi. On incite les gens à aller voter. Hein. Tout à fait, oui. L'abstention, c'est vraiment une atteinte à notre lien social, à notre démocratie. S'il vous plaît, allez voter. Alors, on espère que nos questions permettront des réponses claires de la part des deux candidats ce soir pour vous permettre de faire votre choix. On parle bien sûr pour les indécis. Les autres ont sûrement déjà fait leur choix. Les candidats ce soir. Ce soir, Madame Joëlle Prévost-Madère, bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri, bonsoir Monsieur Vernet, bonsoir aux téléspectateurs. Monsieur Gabriel Serville, bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri, bonsoir Monsieur Vernet, bonsoir au monde entier qui nous regarde via le net. Exactement. Alors, vous avez fait le lien parce que, il le savait peut-être, nous sommes regardés sur le Facebook Live d'ATV Guyane. Des questions, on va personnaliser aussi le débat, mais des questions pour permettre aussi aux futurs électeurs, bien sûr, de bien comprendre le fonctionnement également d'un député. Comment ça se passe? On y va? On y va, c'est parti? Allez, c'est parti. 23 voix d'écart, je le rappelle, deux finalistes, il en restera plus qu'un samedi. Madame Joëlle Prévost-Madère, le tirage au sort vous a désigné comme première intervenante. En quoi serez-vous meilleur que Gabriel Serville? En général, je n'aime pas trop les questions formulées de cette façon. Par contre, ce que je peux mettre, moi, en avant concernant le rôle du député, c'est cette proximité que je souhaite qu'il soit d'ailleurs prise au travers d'une loi. Parce que le rôle du député est trop succinct, réservé au vote de la loi et au contrôle de l'action du gouvernement. Il apparaît important et essentiel que le rôle du député soit élargi également au contrôle de l'application des lois sur son territoire. Et donc, de fait, à une plus grande proximité donc, des électeurs, Vous pensez de que ceux M. qui Serville votent. n'a pas assez suivi les décrets d'application de la loi, n'a pas fait un vrai suivi? Non, il ne s'agit pas de ça. Je vous ai bien dit de quelque chose qui n'existe pas. Je souhaite que soit mis en place un volet supplémentaire au niveau du rôle du député, qui est le contrôle des lois sur son territoire, de l'application des lois sur son territoire, qui conduira de fait à une plus grande proximité avec les électeurs, avec des associations concernées et donc des collectivités également. Vous l'avez souvent dit ça, effectivement, plus de proximité. Pourtant, il y a des maires pour ça, il y a des présidents de collectivités territoriales pour ça. Lorsque vous parlez de proximité, est-ce que justement ce n'est pas faire obstruction? Alors, nouvelle proposition, c'est ce que vous faites? Absolument pas. Au contraire, il s'agit bien de travailler ensemble. Mais pour travailler ensemble et pour porter la voix, que ce soit des collectivités, que ce soit de la population, que ce soit des associations dans les différents secteurs d'activité, il est essentiel de revenir vers elles pour leur demander leur position, leur avis. Non, avant de rendre compte, leur position et leur avis pour justement pouvoir, au niveau de la loi qu'il y aurait à voter, amender éventuellement ou demander une non-application, etc. Mais personne ne détient la vérité dans tous les domaines, personne n'a la connaissance de tout dans tous les domaines et il est essentiel de retourner vers les uns et les autres pour savoir comment voter au mieux des intérêts de ceux qui vivent sur ce territoire. La même question pour vous, Gabriel Serville, avec un petit détail près, puisque vous avez l'expérience déjà du député, en quoi vous serez meilleur que Joëlle Prévost-Madère ce soir? Je souhaiterais, si vous le permettez, dans un cadre apaisé, en tout cas plus apaisé que samedi soir, remercier les électeurs, tous les électeurs qui se sont déplacés, ceux qui ont voté pour moi, mais également ceux qui n'ont pas voté pour moi. Remercier mes camarades du Parti socialiste guyanais, mes amis, les associations qui ont travaillé dans l'ombre, les anonymes également qui se sont mobilisés, et l'équipe de campagne qui a fait un gros boulot. Et puis, remercier aussi les gens qui m'ont dit ne pas avoir voté pour moi, qui sont venus me le dire franchement, qui m'ont fait des suggestions qui vont me permettre certainement d'améliorer la communication que
que j'entretiens avec la population pour que, justement, on va en parler tout à l'heure, on soit en capacité de juguler cette abstention qui nous fait tant de tort. Je ne sais pas si je peux raisonner en termes de meilleur ou de pas meilleur. Les téléspectateurs attendent ça. Aujourd'hui, quelle est la différence entre vous deux? La différence qu'il y a entre nous deux, mais il y a beaucoup de différences entre nous deux. La première des différences, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire à la population que je me suis battu pour elle, pour sauver son éducation, pour sauver sa santé, pour sauver sa sécurité, pour faciliter l'accès de nos entreprises à des outils financiers leur permettant de mieux se développer, leur permettant de mieux survivre dans un contexte qui n'est pas toujours facile. C'est une expérience que j'ai accumulée pendant 5 ans, qui a fait l'objet d'un bilan. D'ailleurs, j'en ai remis un exemplaire à Madame Joëlle Prévost-Madère hier matin. Bon, c'est vrai que de manière anecdotique, elle n'a pas voulu le prendre, mais je sais qu'elle est quand même partie avec et j'espère qu'elle en a pris connaissance. Elle va peut-être nous dire si elle l'a lu ou pas. J'espère qu'elle en a pris connaissance. Il est vrai que l'expérience en la matière, je l'ai accumulée pendant 5 ans pour avoir été membre du bureau, pour avoir été comme elle membre de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques en Outre-mer. J'ai accumulé cette expérience et je dis aux électeurs de Guyane simplement que je mettrai cette expérience à profit pour que je sois encore davantage en capacité de défendre les intérêts de la Guyane, tout simplement. Alors, je souhaiterais quand même poser une question. Oui, c'est un débat, vous pouvez. Oui, si tel était le cas de votre expérience que vous avez mis à profit pour la population de ce bilan que vous portez, que doit-on dire, que doit-on penser donc de la manifestation qui s'est tenue pendant un mois, portée par tout un peuple qui mettait en avant la souffrance de la Guyane et qui mettait en avant leur propre souffrance? Alors la question de Mme Joëlle Prévost-Madère prouve, si besoin était, qu'elle est peut-être trop déconnectée de la réalité de notre pays. J'entends la première proposition qu'elle vient de faire, de mettre dans la loi cette obligation, cette volonté que le parlementaire puisse contrôler la mise en application des lois. C'est quelque chose qui se fait déjà à travers la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques en Outre-mer. Elle fait partie de cette commission à Paris. On a déjà siégé ensemble. Donc, je ne vais pas revenir sur cet aspect des choses. Simplement, je voudrais retenir que la proposition qu'elle vient de faire va tout à fait dans le sens de ce que moi, j'ai toujours préconisé. Parce que j'ai expliqué à la population que les parlementaires votent des lois et contrôlent l'action du gouvernement. Nous avons voté beaucoup de lois à l'Assemblée nationale, mais je suis au regret de constater que le service après-vente n'est pas assuré correctement. Et j'ai eu l'opportunité de dire que le conseiller économique et social environnemental qu'est Mme Joëlle Prévost-Madère, dans ses fonctions, dans ses attributions, est aussi en capacité, devrait être aussi en capacité d'interpeller le gouvernement, d'interpeller les élus, d'interpeller les collectivités, d'interpeller les syndicats, d'interpeller les chambres consulaires afin de leur demander les raisons pour lesquelles les lois qui sont votées par les députés de Guyane ne sont pas mises en application. À vous entendre, on dirait qu'elle n'a pas fait le boulot. Alors, je dirais qu'elle n'a pas fait le boulot parce que pendant 5 ans, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je n'ai pas entendu une seule fois Mme Joëlle Prévost-Madère venir devant les habitants de Guyane afin de leur dire voilà la saisine que j'ai faite, voilà l'intervention que j'ai faite sur tel ou tel niveau qui concerne mes prérogatives et mes fonctions de conseillère économique, sociale, environnementale. Donc les torts, à un moment donné, il faudra bien penser à les partager, mais ne pas venir devant les électeurs de Guyane à leur faire croire qu'on est innocent de tout. Vous avez une part de responsabilité, Mme Joëlle Prévost-Madère, il faut l'assumer. Attention, prendre parole. Oui, vous avez 1 minute d'avance. Je prétends garder mon innocence, cher monsieur, parce que je vais quand même vous rappeler le rôle de conseiller économique, social et environnemental. C'est bien de faire des propositions, soit dans le cadre de saisine gouvernementale ou dans le cadre de saisine par l'Assemblée. Et nombreuses sont les propositions qui ont été faites par le conseiller économique et social, dont moi, par exemple, dans le cadre d'une réponse sur une saisine gouvernementale sur la politique commune de la pêche. Dans cette saisine gouvernementale, dans les préconisations que nous faisions, nous parlions justement de mettre en œuvre cette inscription sur les listes noires des pays qui pratiquent la pêche illégale. Et pourtant, force est de reconnaître que vous, députés, n'avez pas pris la peine d'aller justement sur le site du CESE pour pouvoir récupérer les différentes préconisations qui sont faites à l'attention soit du gouvernement, soit du Parlement ou du Sénat. Donc, permettez aujourd'hui que je sois assez surprise que vous mettiez en avant ainsi systématiquement le bilan
de mes actions au sein du Conseil, économique, social et environnemental. Mais je n'ai pas de bilan à faire, cher monsieur. Le bilan, il se trouve sur le site Internet du Conseil économique, social et environnemental. Et toute personne qui souhaite savoir les interventions, les rapports qui ont été portés, les propositions qui ont été faites, les trouve sans problème sur le site, y compris vous. Pour vous, député, qui est en charge de loi, qui est en charge d'élaboration de vote ou de vote de loi et qui ne prend pas la peine d'aller sur le site de Conseil économique, social, environnemental qui a été mis en place par le gouvernement dans ce but de faire des préconisations pour que, répétez pas, c'est important. Pour que soit le gouvernement, soit les députés puissent justement profiter des préconisations qui sont faites. Globalement, vous vous reprochez vos bilans. Ok, pas de problème. Non, je reproche pas. Mais... Je reproche une absence de bilan, c'est pas pareil. D'accord. Allez-y. Maintenant, vous avez dit quelque chose d'intéressant et j'aimerais bien avoir votre réaction. Vous avez dit que le service après-vente n'a pas été assuré. Donc, quelle garantie nous donnez-vous, la question vaut pour tous les deux, que le service après-vente, aujourd'hui, sera assuré ici en Guyane, après le vote d'une loi? Je vais prendre l'engagement auprès des électrices et des électeurs que, je vais continuer à faire le travail de député de manière sérieuse. Vous ne l'avez pas fait jusque-là? Non, mais je prends l'engagement de continuer à le faire de manière sérieuse. Je l'ai fait de manière sérieuse. Je prends aussi l'engagement de me donner les moyens de pouvoir, j'ai envie de dire, de secouer le cocotier là où ce serait nécessaire pour qu'un certain nombre de partenaires qui ont une mission de responsabilité, qui ont oublié de les assumer, pour des raisons que moi j'ignore. Je prends comme exemple les services déconcentrés de l'État, avec lesquels je suis régulièrement en discussion, et qui me disent ne pas pouvoir faire justement ce fameux service après-vente. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. On le sait. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? On le sait, mais ce qui va changer, c'est qu'on va se mettre également aux côtés des services de l'État pour réclamer que Bercy entende les souffrances de la Guyane, pour réclamer que ces services obtiennent davantage de moyens humains, davantage de moyens matériels, davantage de moyens financiers. Moi, je l'entends à la préfecture, je l'entends à France Domaine, je l'entends un petit peu partout. Et je crois que la logique qui a été défendue, où on se disait qu'il y a d'un côté les élus, de l'autre côté l'État, et puis on faisait cavaler tout seul chacun sur son petit chemin, il faudra qu'on la casse. Il faudra casser cette logique pour faire en sorte que dorénavant, on puisse travailler autrement au bénéfice des habitants de ce territoire. Et pour vous, je souhaiterais juste poser une question au député sortant. Vous pouvez. Il y a 3 jours de Non, mais c'est un débat. J'ai le droit également de vous en poser une. C'est un débat, c'est accepté. Si vous n'avez pas réussi à obtenir, alors que vous étiez dans la majorité, même si vous étiez dans un groupe, un petit groupe, mais en tout cas dans la majorité, qu'est-ce qui vous permet de croire que vous obtiendrez plus, que vous seriez plus entendu, alors que vous serez cette fois dans l'opposition? Vous savez, Mme Prévost-Madère, ce sont ce genre d'interjections qui poussent les gens à ne pas aller voter, parce qu'en disant ça, vous leur donnez le sentiment que les élus de Guyane ne travaillent pas ou n'obtiennent rien. Et je crois qu'il est essentiel de jouer la vérité avec les électeurs, pour leur dire... Le mouvement du 28... pour leur dire, ne me parlez pas du mouvement du 28. Le traduit, 28, c'est un événement dans la vie guyanaise, mais ça ne peut pas résumer la vie de la Guyane. Et donc, cessez de faire croire aux gens que les députés de Guyane ne travaillent pas, qu'ils n'ont rien obtenu. Les 1000 postes qu'on a obtenus, c'est le travail des députés. L'augmentation de la LBU pour la construction de logements sociaux, c'est le travail des députés. Oui. Le premier contingent de gendarmes mobiles, l'OCRTIS, les toilettes à l'hôpital, pour lutter contre les sécurités, c'est aussi le travail des députés. Sauf que ça n'a pas été suffisant. Mais il faut répondre aussi à la question. Cela n'a absolument pas été suffisant puisque la population est descendue dans la rue. La convention qui a été signée en septembre 2014 entre le ministère du Travail, le ministère des Outre-mer, le secrétariat d'État au commerce et la Caisse des dépôts et consignations, la convention Agir pour l'emploi et la création d'activités qui mettait en place de nouveaux outils financiers pour mieux accompagner les TPE, mieux accompagner les micro-entreprises de Guyane notamment, dont on connaît les difficultés. Ce sont des choses qui ont été décidées à l'Assemblée nationale. Sauf qu'elles n'étaient pas suffisantes, puisque la population est descendue dans la rue et a exprimé sa souffrance. Attention à votre temps de parole, Gabriel Service. Gardez du temps tout à l'heure. Ne me dites pas qu'elle n'est pas suffisante, puisque vous, qui aviez la responsabilité de la mettre en application, de l'accompagner, en tant que membre socio-professionnel, vous n'aviez rien fait pour cela. Alors, je crois qu'il faut sortir de ce schéma qui consiste à faire croire à la population que les élus n'ont rien
effet, il faut qu'on arrête de s'insulter mutuellement. Très bien, Gabriel Qu'on Sarri. arrête d'insulter Très bien. la mémoire de ceux qui ont travaillé avant nous. Je vais en terminer en disant que les problèmes de la Guyane n'ont pas pris naissance en 2012. Il y a des gens qui étaient députés, sénateurs avant moi. Je pense que de temps en temps, Mme Prévost-Madère, il faudrait que vous les interrogiez également. Et répondez aussi à la question, Joël Prévost-Madère, Vous voulez quand vous a posé. Oui. Vous vous rappelez plus Non, de la question? laquelle? Vous pouvez rappeler la question, Farouk et Amri, ou on enchaîne? C'était au niveau des bilans respectifs, mais c'était vraiment comment vous allez apporter des garanties que le service après-vente soit réel ici en Guyane. Je vous l'ai dit, monsieur a dit que cela existe déjà, le contrôle donc de l'application des lois sur le territoire. Il n'existe pas. Ce n'est pas le rôle, pour l'instant, du député. Il n'est pas défini en tant que tel dans la loi. Donc il ne dit pas la vérité, monsieur Gabriel Sarri? En tout cas, ce n'est pas au sein de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques que l'on s'assure de l'application des lois sur son territoire. Non mais c'est extraordinaire. La Commission nationale d'évaluation des politiques publiques, elle est là pour analyser la manière dont les politiques publiques de l'État sont efficientes ou pas sur le territoire. Donc en tant que député, c'est le travail que nous avons fait. Mais ce qui me surprend, c'est que Mme Prévost-Madère, elle est membre de cette commission et que ce soir, elle soit capable de dire que ça ne se fait pas. Ben, je dis oui, ça se fait. Et j'en veux pour preuve que 70% des préconisations que nous avons arrêtées dans le cadre des travaux de la CNEPEOM ont été reprises dans la loi égalité réelle pour les Outre-mer. Ça veut dire que les parlementaires observent comment les lois s'appliquent sur le terrain. Les parlementaires peuvent mesurer leur niveau d'efficience et les parlementaires sont en devoir d'orienter en direction du gouvernement leurs remarques pour que le gouvernement crée les correctifs qui sont nécessaires. Gardez un peu de temps pour tout à l'heure, il y a des questions importantes. On voit l'expérience de l'homme politique qui parle beaucoup. Et cela se traduit de quelle façon? Encore une fois, un mouvement dans les rues d'une population qui exprime la souffrance d'un territoire et la souffrance. Ça veut dire que l'outil existe, mais qu'il n'a pas été efficace. En fait. Mais l'outil existe, mais il y a des personnes qui sont dans des instances telles que le CESE qui doivent prendre cet outil pour pouvoir vérifier à sa mise en application. Mme Prévost-Madère. Je ne savais pas. Allez, une réponse de Jean Prévost-Madère, ensuite on passe à la prochaine question. Je ne savais pas que c'était maintenant au membre du Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième chambre, on l'appelle bien troisième chambre. Oui, troisième chambre. C'est-à-dire la chambre après le Sénat et le Parlement. Donc, c'était le rôle du conseiller de maintenant faire des évaluations et de proposer aux députés. Il me semble que c'est le Sénat d'abord, ensuite le député qui se tourne vers la troisième chambre, je le répète, afin de récupérer les préconisations qui sont faites. Non. Force est de reconnaître que vous ne l'avez pas fait. Ne répondez pas, on passe à une prochaine question. Vous pourrez ensuite répondre tout à l'heure. Pour Joël Prévost-Madère. Alors, Joël Prévost-Madère, j'étais assez surpris, franchement. Hier, à la radio, vous disiez que parce que vous êtes justement la République en marche, eh bien, c'est cette force-là qui vous permet de débloquer certaines situations, comme la situation de l'hôpital. En 2 coups de téléphone, vous avez réglé une situation assez difficile. Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs ce soir en quoi vous avez débloqué une situation compliquée à l'hôpital? Alors, enfin, pour le chat. Très clairement, je n'ai jamais dit que c'est moi et mon appel qui a résolu tous les problèmes. J'ai bien dit que j'ai pu appeler effectivement 2 fois à 2 reprises les représentants des représentants avec qui nous sommes en contact en permanence par rapport aux élections donc, de la République en marche, leur faisant état de ma rencontre avec Madame... comment s'appelle-t-elle? À l'hôpital. Madame Saïd. Madame Saïd, à l'hôpital, donc à qui j'avais demandé un rendez-vous pour une séance de travail. C'est vrai que je ne souhaitais pas faire cette séance de travail sur le site même de blocage de l'hôpital. Pourquoi? Parce que je ne souhaitais pas que l'on puisse dire que je ferais de la récupération. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai eu une séance de travail en privé avec Madame Saïd. Madame Saïd a prévenu tous ceux qui étaient donc qui l'accompagnaient, qu'elle venait à ma rencontre pour m'amener des éléments d'explication, des éléments même concernant le document qui a été fait par vous savez, le rapport qui a été rendu par l'IGAS et qui justifiait effectivement toute
toutes les demandes portées, les revendications portées en matière de moyens humains insuffisants. À la suite de Donc cela, vous avez aidé à la suite, mais bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas mettre de côté le mouvement qui a été fait, qui existe depuis plus de 70 jours, qui a existé depuis plus de 70 jours. On ne peut pas le balayer de revers de main en disant « c'est moi toute seule qui ». Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et encore une fois, donc, je suis très claire. J'ai passé 2 coups de fil en leur disant clairement « j'ai vu les rapports ». Ces personnes sont là depuis plus de 70 jours. Les revendications sont parfaitement justifiées. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas nous demander de nous présenter en tant que candidat représentant la République en marche. Ils vous ont écouté? En tout cas, l'écoute, ça a été le premier appel. On nous informe qu'il y a une mission qui va venir. Et la deuxième fois, on nous dit oui, mais vous verrez, parce que moi je leur dis écoutez, encore une énième mission qui va venir pour faire quoi? Encore faire des constats et tout. Et finalement, ça a été un résultat au bout de 3 jours. C'était important d'avoir un éclairage là-dessus. D'où ma satisfaction par rapport au combat qu'ont mené toutes ces personnes pendant plus de 70 jours. Très bien. Gabriel Serville, quand même sur cette question, par rapport effectivement, on a presque envie de dire, le soutien quelque part de Joël Prévost-Madère grâce à ces 2 appels en marche. Merci pour l'expression soutien. Je suis vraiment perplexe. Expliquez-nous. Non, face à une telle déclaration, je ne sais pas quoi dire. Moi, je vais demander. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'est important. Je vais solliciter Mme Patricia Saïd afin qu'elle fasse un communiqué pour qu'elle explique à la population ce qui s'est passé précisément entre le début de la grève et la fin de la grève. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce qu'il y a des images qui se voient, qui ont été véhiculées, les gens ont entendu, les gens ont su quels sont les responsables qui se sont battus aux côtés des grévistes, et quels sont ceux qui ont peut-être attendu que les choses se décantent pour entrer dans la danse et faire croire à la population qu'ils avaient contribué à la résolution de ce conflit. Madame Joël Prévost-Madère dit effectivement qu'elle a passé 2 appels. C'est peut-être une différence entre elle et moi. Moi, je dirais que j'ai reçu 2 appels de la part des conseillers de la ministre de la Santé, après que j'ai eu réalisé ce référé provision auprès du tribunal administratif pour exiger que l'État verse les 20 millions d'euros d'urgence qui avaient été promis dans le protocole du 21 avril. Vous savez que j'ai été attaqué par rapport à ça. Il y a des gens qui m'ont traité de stupide. Il y a des gens qui m'ont dit que je suis irresponsable. Mais je leur ai dit que s'il faut que je sois irresponsable, parce que j'ai fait le choix de continuer à défendre les Guyanais, de défendre la santé des Guyanais jusqu'au bout, eh bien, je continuerai à l'être. Mais cela étant dit, la population fera la différence entre les personnes qui font croire et les personnes qui font et qui agissent concrètement en faveur de l'intérêt du plus grand nombre. Alors, Monsieur Serville. Ce que je trouve quand même assez extraordinaire. Cette question, c'est parce qu'on parle souvent de récupération politique. Hein, c'est pour ça la question. On est d'accord. Vous m'avez vous-même posé la question, pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on puisse être là à devoir débattre sur qui a fait, qui n'a pas fait. Monsieur Serville dit avoir fait, être intervenu. Je n'ai jamais dit à aucun moment qu'il n'avait rien fait. Moi, je dis que j'ai passé effectivement des appels afin que cette solution se résolve, ce problème se résolve très rapidement. Je ne vois pas où est le problème. On peut dire qu'il y a eu une communion d'actions qui a permis d'aboutir à une résolution d'un problème qui durait depuis trop longtemps. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Juste pour vous dire qu'au moment où Mme Prévost-Madère a appelé, le sénateur Antoine Karam avait déjà pris les contacts au ministère de la Santé pour que les 2 émissaires se rendent très rapidement en Guyane. On passe à autre chose. Allez, le débat est clos. Serville, beaucoup de vos administrés à Matoury m'ont demandé de vous poser la question. Alors en fait, samedi, c'est 2 élections en une pour vous finalement. Parce que d'une part, vous n'avez pas préparé votre succession à la mairie de Matoury et compte tenu du nombre de candidats pour vous succéder, il y a un risque d'une paralysie ou d'une cacophonie au sein du conseil municipal. Et d'autre part, si vous n'êtes pas élu, le risque est grand d'apparaître comme un maire par défaut, faute d'avoir démissionné avant votre nouvelle candidature. Votre commentaire? Je ne serai jamais quoi que ce soit par défaut, parce que tout ce que j'ai fait dans la vie jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait de manière volontariste et de manière volontaire. Vous savez,
lorsque la loi s'impose à vous, vous la respectez, c'est tout. Si je suis élu député de la Guyane, et j'espère que les électeurs et les électrices me feront confiance pour qu'on continue le travail que nous avons entamé, la loi va m'obliger à démissionner du poste de maire. Mais j'ai aussi dit que je resterai conseiller municipal et qu'à ce titre-là, je continuerai à porter mes éclairages et mes connaissances pour faire évoluer notre commune. Qui pour vous succéder? J'ai aussi rappelé, Qui vous pour êtes vous trop pressé, succéder? M. Amri, Non, mais c'est j'ai intéressant pour vos électeurs. aussi rappelé que le maire, il n'est pas un électron libre comme ça qui survole les choses sans être contrôlé par ses pairs. Alors, il y a peut-être des communes où ça a fonctionné comme ça pendant très longtemps, si vous voyez de quelle commune je veux parler, mais le maire, il n'est que l'exécutif de son conseil municipal. Ça veut dire que le conseil municipal doit délibérer de manière souveraine et collégiale, et le maire, il est tenu d'appliquer les décisions de son conseil municipal. Et donc, j'en conclus que quelle que soit la personne de la majorité qui sera maire à ma place, eh bien, elle sera tenue, comme je le fais déjà depuis 2014, de respecter les décisions prises par son conseil municipal. Et par conséquent, je considère que je n'ai pas à désigner quelqu'un. Nous sommes dans un jeu démocratique. Le vote se fait à bulletin secret. Bien évidemment que je pourrais avoir un avis à donner sur la question. Dites-le. Mais pour l'instant, on n'y a pas encore. Non, mais l'avis que je vais donner, c'est un avis que je donnerai au sein du conseil municipal. Il faut bien rassurer la population en lui disant qu'elle ne sera pas appelée aux urnes parce qu'il y a des personnes qui croient qu'il y aura de nouvelles élections, que les électeurs iront voter. Ce sont les 35 conseillers municipaux qui vont élire un nouveau maire. Très bien. Joël Prévost-Madère veut rebondir là-dessus. Je dis non, pas sur la question précisément, mais en tout cas, je voulais juste rajouter que c'est quand même dommage qu'il ait fallu passer par la loi pour interdire le cumul des mandats. Parce que à vouloir courir 2 lièvres, 3 lièvres en même temps, obligatoirement, il y a des mandats que l'on ne remplit pas très bien. Député-maire, pour vous, c'est trop? Non, mais il y a une question. Pour moi, c'est énorme, parce que, surtout quand il s'agit de grosses communes. Donc, on ne peut pas faire bien, remplir comme il se doit le rôle de député et le rôle de maire. Obligatoirement, il y a un des deux qui est lésé, ou les deux parfois. Madame Joël Prévost-Madère, vous appartenez potentiellement à cette majorité présidentielle qui se dessine. Vous avez déclaré dans le même temps être une candidate régionaliste. Est-ce que vous prenez l'engagement ce soir de nous dire que si la politique gouvernementale va à l'encontre des intérêts de la Guyane, vous seriez prête à quitter cette majorité présidentielle? Alors, avant de dire que je serais prête à quitter cette majorité présidentielle, je ferai d'abord en sorte, je mettrai tous les moyens en œuvre pour que cette majorité présidentielle puisse entendre les attentes de la Guyane, puisse d'abord les écouter, les entendre et ensuite les mettre en œuvre. Cela étant, j'aurai une part de responsabilité dans ce triptyque écouter, entendre et mettre en œuvre. Si effectivement je ne devais pas réussir à me faire entendre, je prends l'engagement de sortir de cette majorité présidentielle. Très bien. Juste une petite question, vous êtes contre le cumul. Si vous êtes élu député, vous quitterez le Conseil économique et social? C'est une obligation. Encore une fois, vous avez 3 chambres. Vous ne pouvez pas être sénateur et député, député et conseiller économique et social. Très bien. À l'heure où on vous parle, parlez-nous de vos soutiens. Les soutiens sont importants pour savoir qui pourrait éventuellement voter pour vous. Même si on le dit souvent, dans l'isoloir, les gens font ce qu'ils veulent. Mais malgré tout, les soutiens sont importants. Quels sont vos soutiens, Joël Prévost-Madère, aujourd'hui? Vous ne voulez pas que je parle, monsieur Vernet? Si. Vous avez oublié que je suis sur le plateau, là, ce soir? Allez-y. Non, mais permettez-moi, je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses. Je suis désolé. Je suis député et je suis maire. Et je puis vous dire que ce sont 2 niveaux d'intervention qui sont totalement complémentaires. Je vais être bref pour vous dire d'aller regarder les résultats obtenus par M. Serville dans sa fonction de député, de regarder les résultats obtenus dans sa fonction de maire par rapport à ce qui se passait avant, de lire les rapports de la Chambre régionale des comptes qui disent très clairement que depuis que je suis là, il n'y a aucune raison de douter de la sincérité des comptes de la commune. C'est de là que tout part. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. En tant que député, j'ai fait le travail. Et c'est marqué noir sur blanc dans les documents. Et vous savez que la population est contre le cumul des mandats. Non, mais la population peut être contre le cumul. Non, mais monsieur Amri, mon rôle, c'est de faire de la pédagogie également pour dire à la population que je comprends qu'elle soit contre le cumul des mandats. Mais il y a d'autres cumuls aussi qui empêchent à des parlementaires d'être à leur poste.
je vais à Paris à l'Assemblée nationale et je rencontre des députés de la région parisienne qui sont moins souvent présents que moi à l'Assemblée nationale. Et vous savez pourquoi? Ils ne sont pas maires, hein. Ils sont des fois avocats, ils sont des fois médecins, ils sont des fois chefs d'entreprise et ils sont dans une espèce de cumul qui n'est pas un cumul de fonctions électives, mais ils cumulent une fonction professionnelle avec une fonction élective. Vous savez que lorsque j'ai été élu, j'ai été mis en détachement de ma fonction de proviseur du second degré. Je ne pouvais pas cumuler ma fonction de proviseur et ma fonction de député. Alors, ce qu'il faudrait demander à Mme Joëlle Prévost-Madère, lorsqu'elle sera élue députée, ce n'est pas seulement de démissionner du CESE, est-ce qu'elle va aussi démissionner de ses activités professionnelles pour avoir tout le temps de se consacrer entièrement à sa fonction de député. Et là, on saura sur quel pied danser. Vous répondez? Alors, juste pour répondre et pour rassurer Monsieur le député Moi, sortant, me rassurer, non, c'est la population vous avez posé rassurer. une question, et donc pour vous rassurer, Monsieur le député sortant, c'est que en tant que chef d'entreprise déjà et membre du CESE, cela m'est arrivé sur une période de 6 mois, par exemple, lorsque je suis rapporteur, d'être toutes les semaines à Paris. Donc, je ne vois pas en quoi mon activité professionnelle m'empêcherait de remplir mon rôle de député. Et à aucun moment, il n'a jamais été fait état dans les activités à ne pas avoir, activités de conseil, puisqu'il y a une loi qui est en train d'être préparée sur ce sujet. Donc il n'y a aucune interdiction pour un chef d'entreprise de se retrouver, d'être député, et encore moins, il n'y a aucun lien entre le fait d'être chef d'entreprise et la présence, son taux de présence au sein de l'Assemblée. Sauf que le premier critère qui a poussé l'Assemblée à débattre et à délibérer pour interdire le cumul des mandats, c'est le taux d'absentéisme de certains députés. Alors moi, je vais dire qu'il y a des députés qui ne sont pas des cumulards dans le domaine de la politique, mais qui, par rapport à l'activité professionnelle qu'ils ont en parallèle, ne sont pas aussi souvent présents que nécessaire. Et donc, c'est une question qui devrait poser. Vous parlez d'une période de 6 mois. Je vous fais remarquer que la législature dure 5 ans. Oui. Et que je considère que j'ai fait le job parce que les deux niveaux sont deux niveaux totalement complémentaires, davantage complémentaires qu'entre députés et chefs d'entreprise. Vous avez 1 minute d'avance, Gabriel Serville. Ce sont vos électeurs qui vous feront savoir. 1 minute d'avance, on a encore 2 questions et plus beaucoup de temps. Presque d'actualité, l'immigration clandestine. Est-ce que vous êtes de façon radicale pour que les immigrés clandestins soient raccompagnés à la frontière? Juste une réponse oui ou non. Moi, oui. Oui. Parce que je rajouterais quand même une chose. Oui, dans la mesure où la Guyane se trouve dans une situation catastrophique en ce moment, il faut reconnaître que depuis quelques années, la pression migratoire est beaucoup trop forte sur un laps de temps beaucoup trop court. Et donc, les conséquences sont celles que nous connaissons et qui ont conduit, entre autres, la population dans les rues et faire valoir, donc justement, son mal-être. Gabriel Serville. Vous savez, l'année dernière, j'étais le seul à parler de ça, cette crise migratoire qui avait touché la Guyane, où je disais qu'il fallait peut-être diminuer le pouvoir d'attractivité de la Guyane vis-à-vis de ces personnes qui vivent la misère dans leur pays d'origine. J'avais interpellé le gouvernement, mais hélas, j'étais tout seul à le faire. J'avais même suggéré que la MINUSTAH pèse de tout son poids auprès des autorités dans ces pays d'origine pour favoriser l'épanouissement de chacun, assurer un meilleur développement économique, un meilleur développement social. Non, on ne peut pas raisonner en ces termes, M. Amri. C'est une question qui est trop importante. Je vais vous poser une autre question. Oui ou non. Les 4 élèves qui font l'actualité aujourd'hui, vous êtes pour qu'ils restent? Mais je suis pour qu'ils restent parce que de toute évidence, ce sont des jeunes qui sont en Guyane depuis des années. J'ai connu ce problème quand j'étais chef d'établissement et du jour au lendemain, on veut leur dire mais vous allez devoir déguerpir alors qu'on a passé des années à investir dans ces jeunes. Et puis il y en a qui ont connu des situations similaires, qui sont passés à travers les mailles du filet, qui aujourd'hui sont devenus des pères, des mères, des gens actifs qui apportent leur contribution au développement social, économique, politique. C'est tout le problème de la Guyane de toutes les façons. Et donc je crois que c'est une question qu'il faut aborder avec plus d'humanité, sous des angles différents, mais surtout raccrocher cette question à la situation véridique sociale que connaît la Guyane. Très bien. Joëlle Prévost-Madère sur cette question. Je suis tout à fait pour le fait que ces jeunes, effectivement, restent sur le territoire. On ne peut pas les avoir laissés commencer une formation et ensuite leur dire, donc, formation scolaire évidemment, et ensuite leur dire à quelques mois de leur examen qu'il faut qu'ils partent, qu'ils sont assignés à résidence. C'est inacceptable, c'est absolument pas entendable. Donc je suis pour que, effectivement, ces jeunes, d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que normalement, les jeunes qui
sont scolarisés doivent pouvoir aller jusqu'au bout. Donc j'avoue ne pas avoir compris l'existence de ces 3 cas. Allez, une dernière question avant la conclusion. Pourquoi vous dites souvent, d'ailleurs les candidats En Marche disent souvent, on sera mieux entendu, les autres comme Gabriel Serville seront dans l'opposition, donc Mais voilà parce que cela, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Il y a eu dernièrement encore un article dans des différents médias au niveau national. Ça a été prouvé de maintes et maintes fois. Cela étant, être dans la majorité n'est pas signe non plus d'être entendu, puisque, la preuve, le député sortant ne l'a pas été alors qu'il était dans la majorité. Sur la plupart des points, quoi qu'il en soit, moi, je vous l'ai dit et je le répète, mon but, ma volonté, mon travail sera de me faire écouter, entendre et faire appliquer les solutions que nous portons. Réponse courte et la conclusion. 30 secondes. J'ai introduit 294 amendements, 10% ont été validés par le gouvernement. C'est 2 fois plus que la moyenne des députés de l'Assemblée. Je laisse à Mme Prévost-Madère le soin de faire le petit calcul pour voir à quoi cela correspond. L'idéal pour moi serait de me retrouver dans une configuration qui s'apparenterait à celle que j'ai connue entre 2012 et 2017. C'est-à-dire être dans un petit groupe technique qui me permet d'avoir cette liberté de parole, mais en étant évidemment dans la majorité présidentielle parlementaire. Ça aurait été l'idéal. Mais ça, ce n'est pas gagné d'avance. C'est quand même extraordinaire d'opposer des chiffres, 114, etc., avec le mal-être d'une population. Mais bon. Allez, c'est l'heure de la conclusion, mon cher Farouk. Effectivement, les 2 candidats peuvent parler. Vous avez 1 minute pour parler à vos électeurs. Joël Prévost-Madère. Électeurs, électrices, encore une fois, je me présente à vous pour remplir ce rôle de député, ce rôle d'élu de proximité. Je veux être celle qui veut porter votre voix. Je veux être celle qui soit le relais. Je veux être celle qui fasse se relever un peu la Guyane. Un peu, beaucoup, nous verrons. Mais en tout cas, c'est l'engagement que je prends. Un engagement de mettre toutes mes forces, toute ma volonté, toute ma combativité, toute ma pugnacité à votre service, au service de la Guyane, ce territoire que j'aime tant et à qui je veux rendre, et également au service des collectivités, parce qu'elles aussi ont besoin d'être entendues. Pour ce second tour, vous avez 4 candidats, 3 hommes, 1 femme. Je vous demande également de prendre conscience de cela et de permettre que ce soit la parité qui se trouve au bout du vote ce samedi 27 juin. En tant que femme, donc, je vous demande de voter pour moi, Joël Prévost-Madère, et mon suppléant, Ted Gaspard. Merci. Merci, Joël Prévost-Madère. À vous, Gabriel Serville. Électrice et électeur de la première circonscription, Karine Sinaï-Boussou, ma suppléante, et moi-même nous engageons, comme nous l'avons déjà fait, à vous servir. Personnellement, je continuerai à porter toute mon énergie et toute ma force au service du développement de la Guyane, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé, pour la sécurité, pour l'accès aux fonciers, pour la préservation de nos ressources minières, de nos ressources halieutiques. Je serai au combat, comme vous l'avez constaté durant ces 5 années. Lorsque j'évoque 294 amendements, derrière ces amendements, eh bien, il y a effectivement des souffrances que j'ai entendues et que j'ai défendues par mes prises de position au sein de l'hémicycle. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dupes, vous avez parfaitement compris qui fait quoi, quelles sont les personnes qui ont la sincérité dans leur cœur et quelles sont celles qui viennent vous raconter des histoires. Lorsque le président Macron, nouvellement élu, annonce que sa première loi sera une loi pour moraliser la classe politique, mais je vous demande de faire très attention aux personnes qui sont à côté de mon adversaire, parce que ce sont des gens dont la moralité n'a jamais été exemplaire. Merci. Le 17 juin, je compte sur votre suffrage. Merci. Merci Gabriel Serville, merci à vous également, Joël Prévost-Madère, d'avoir participé à notre émission, à ce débat démocratique qui, on l'espère, a permis aux électeurs de faire leur choix. Farouk. Tout à fait, en espérant que la clarification s'est faite, en tout cas dans la tête des électeurs. J'espère qu'ils seront plus nombreux et que le choix ultime sera aussi le choix de la légitimité
On se dit rendez-vous à très vite. Rendez-vous à tout à l'heure, dans pas moins de 5 minutes pour le deuxième débat avec les candidats de la deuxième circonscription. Et quant à vous, on vous donne rendez-vous samedi. Alors, j'espère que vous allez faire un petit tour sur le plateau d'ATV Guyane. Vous nous faites la promesse de venir? Nous viendrons. Vous nous faites la promesse de venir sur le plateau? Comme d'habitude. Très bien. Alors, vous êtes assurés, chers téléspectateurs, d'avoir les candidats. Réactions à chaud. Les réactions à chaud. Merci Joël Prévost-Madère. Merci Gabriel Serville. Merci. Allez, le temps d'une pause. On ne boit pas de café à cette heure-là, c'est Non, pas un non, thé. non. Le temps d'une pause Rapide. thé, 5 minutes. On est toujours en action. Et les candidats de la deuxième circonscription. À tout de suite.